C'est parti pour le tout premier numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. Nous revenons encore une fois de plus, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, pour décrypter les grandes questions d'actualité qui restent dominées par la visite à Kinshasa du président français Emmanuel Macron, qui était ici du vendredi 3 mars à samedi 4 ou 5 mars, comme ça. Il a passé en revue plusieurs questions d'actualité avec le président de la République, notamment l'agression rwandaise. Il a évoqué aussi les contextes électoraux de 2018. On va tenter donc de décrypter cette conférence de presse animée par le président français et son homologue congolais au Palais de la Nation le samedi dernier. L'actualité, c'est aussi la sortie médiatique, ou je dirais les sorties médiatiques de l'ancien président de la CENI et de l'actuel président de la CENI. Le premier fait allusion ou revient encore sur cet accord politique qui a été conclu en 2018 pour éviter aux Congolais le bain de sang. Pour Corneille Nanga, c'est la Cour constitutionnelle qui est responsable de ces forfaits parce qu'elle n'a pas usé de ses prérogatives pour étouffer ou annuler même ces résultats ou ces forfaits. L'actuel président de la CENI, Denis Kadima, quant à lui, nous fait la révélation sur l'absence ou la lenteur des financements des opérations qui se déroulent au niveau de la CENI, mais aussi les frais de fonctionnement qui n'arrivent plus depuis le mois d'octobre 2022. Est-ce que c'est un schéma de glissement qui est déjà tracé? On en parle au cours de cette émission. Martin Fayoulou monte au créneau pour marteler sur la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Pour lui, qu'il y ait élection ou pas, Félix Tshisekedi devra rendre les tabliers le 23 janvier 2024. Sur ces plateaux, je reçois Maître Jonathan Mbele, initiateur du parti politique Pour l'amour du Congo et cadre de la coalition Lamouka. Bienvenue, Maître. Merci Gervais de l'opportunité et surtout de cet énorme privilège que vous témoignez à notre personne en nous invitant sur votre plateau pour analyser, opiner, réfléchir nation au travers de Perfect Actu. C'est un grand privilège pour nous, mais pour ajouter et paraphraser les Sphinx illimités qui disaient que lorsque l'on vous confie une responsabilité d'État, il faudrait le considérer comme une lourde responsabilité, non un privilège. Donc cette responsabilité d'État que nous avons maintenant de venir parler et réfléchir pour le bien de notre population, nous la prenons à cœur et nous pensons que nos réflexions et nos idées permettront à la nation d'évoluer, d'autant plus encore. Depuis plus de 4 ans maintenant, la nation n'a fait que reculer de 100 pas ou même de 40 000 kilomètres. Parce que ceux qui nous gouvernent, comme je ne cesse de le dire, ont un souci, et un sérieux souci de manque de ressources intellectuelles en même de propulser la nation. Très bien, directement, on va entrer dans le bain de l'émission. Passage d'Emmanuel Macron à Kinshasa, est-ce qu'on doit considérer cela comme une victoire diplomatique pour l'actuelle gouvernance ou vous pensez que c'est un échec parce qu'on attendait plus que le président français puisse condamner ouvertement le Rwanda, mais il a évité cette question ou il a évité cette prise de position sur toute la ligne. Est-ce que d'une manière globale, on doit dire que Kinshasa a gagné ou Kinshasa a perdu? Merci cher Hervé. Permettez-moi de donner les chiffres exacts de nombre de jours qui totalise actuellement notre compatriote Yenda Ok. en détention entre les maîtres de service, mais dont le lieu reste inconnu. Il totalise aujourd'hui 38 jours. 38 jours depuis son kidnapping, où aujourd'hui nous ses proches, moins encore sa famille, nous savons dire avec exactitude si le compatriote est encore en vie. Et s'il est en vie, est-ce qu'il est en bonne santé? Et toutes ces questions, nous les reposons à une personne, une seule d'ailleurs, qui s'appelle M. Tshisekedi. Comment ça? Pourquoi? Parce que Ce n'est pas lui qui l'a arrêté. M. Tshisekedi, à son arrivée au pouvoir, ou bien avant même, il a chanté pour dire que l'on trouverait plus d'arrestations pour des opinions politiques. On trouverait plus des cachots qu'en clandestin. Mais Il l'a aujourd'hui, confirmé aussi récemment lors de ses sommets du en Suisse, Covid. bien Oui. sûr. Donc, et ces discours ne semblent pas rencontrer la réalité. Parce qu'aujourd'hui, le compatriote Yenda n'est pas poursuivi parce qu'il a pris l'argent d'autrui. Il n'est pas poursuivi parce qu'il a donné un coup à quelqu'un. Il est poursuivi, il a été enlevé parce que c'est un opposant. Parce que c'est une personne qui critique la gouvernance actuelle. Parce que c'est un citoyen qui, comme beaucoup d'autres, ne veut pas voir son peuple souffrir. Et comme un citoyen, il plaide pour les nationalismes, il plaide pour l'amour patrie.
C'est d'ailleurs la motivation qui nous a amené à créer notre parti. Et en second lieu, j'aimerais également alerter aussi, parce que j'ai lu les documents de plusieurs ONG des droits de l'homme et qui clament sur l'état de santé de M. Busselele. Et j'aimerais juste mettre à la tête des responsables des services de sécurité, même des juridictions, que le droit à la vie est garanti par la Constitution. Et tous les acteurs concourant au respect de la Constitution doivent œuvrer pour l'application stricte de chacune de ces dispositions. Bien évidemment, M. Tshisekedi ne l'applique pas, on les concède, mais aux cours des tribunaux et même au parquet, nous pensons que le respect de ces dispositions constitutionnelles doivent être démises. Troisièmement, avant d'aborder, là je vais citer par là, il y a un artiste et comédien qui est aussi détenu par les services. On l'appelle Joey. J'ai appris la nouvelle hier. Il semblerait que c'est parce qu'il aurait fait un sketch au travers de ces scènes comiques. Il serait poursuivi depuis plus d'une vingtaine de jours maintenant. Je pense que tous ces éléments ne concourent pas à la vraie démocratie. La démocratie, c'est aussi la liberté d'expression, c'est aussi l'encadrement de la liberté d'expression. Donc je pense que dans les jours à venir, nous aurons la latitude de voir ces compatriotes en liberté, sans aucune autre forme de procès et conditions. Venons à l'arrivée de M. Macron. Vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser. Je suis de ceux qui pensent que les compatriotes qui sont sans voix aujourd'hui peuvent bénéficier de notre voix pour être entendus. Absolument. Allez-y. Et M. Emmanuel Macron au Congo, il faut déjà dire que ce n'est pas une victoire diplomatique. Parce que l'arrivée de M. Macron a été vantée en pompe. Que M. Macron arrive ici avec plus de 150 personnes dans sa délégation. M. Macron répare pas un seul traité, pas un seul accord signé. Non, il y a des accords économiques qui ont été conclus. Bon, lorsqu'on parle des accords économiques... La France a même promis un financement à la hauteur des 34 millions. Voilà. Lorsqu'on parle des accords économiques, déjà il faut nous dire ces accords sont assis sur quoi? Sur quel programme? Lorsque l'on vous dit aujourd'hui, par exemple, que nous avons des accords avec la Banque mondiale, je vais vous amener à l'usine de l'ozone, je vais vous dire que c'est les financements de la Banque mondiale. Parce qu'il faudrait desservir en eau potable. Je vais vous amener à l'Embaïmbo, je vais vous dire le financement de la Banque mondiale. Mais lorsque eux vous vantent la question des accords, est-ce qu'ils sont en mesure de vous dire que ces accords que nous avons signés sont à hauteur de 30 millions pour tel projet? C'est déjà ça le problème. Mais plus loin, je vais rentrer en arrière. Je vais en Angola, là où M. Macron est aussi passé. Il a signé l'accord pour l'exploitation à 50% de ressources pétrolières de l'Angola. Depuis toujours, c'était des sociétés privées qui exploitaient, et même l'Angola a mis en place sa propre société qui exploite et qui distribue le pétrole. Mais maintenant, le pétrole angolais va parcourir le monde. Il faut comprendre qu'il y a un sérieux vouloir de se développer sur ces points-là. Je rentre plus loin, je vais à Brazzaville, là où M. Macron est aussi passé. Il y a des accords qui sont signés pour les infrastructures. M. Nguessou pense que sa nation n'est pas assez construite. Ils ont signé avec les Français pour que les Français financent les infrastructures et ils vont trouver des sociétés pour exécuter ce projet. Mais lorsque vous me parlez du Congo pour dire voilà, on a des financements de 30 millions ou 30 milliards, pour en faire quoi? C'est ça la grande question. Et M. Mouya ne vous donnera pas ces réponses-là. Il vous dira simplement qu'ils vont nous donner. Mais ils vont vous donner pour en faire quoi? Ils ne vont pas vous donner pour que vous détourniez après. Là, c'est de 1. De 2, lorsqu'on parle d'une victoire diplomatique, il faut également rappeler à la France qu'en 2020, il a eu le courage de voter contre la levée des régimes de notification pour l'achat d'armes. Alors que la Chine plaidait pour la levée, la France était l'unique nation qui s'était levée pour dire non. Et toutes ces autres nations qui ont voté contre l'ont suivi après. M. Macron, arrivé au Congo, nous dévoile ou nous expose à l'animosité des Russes. Ça, les Congolais ne l'ont pas su. Lorsqu'il a révélé la question de notre position de vote à la 78e session des Nations Unies, la RDC a voté contre la Russie. Ce n'était pas un secret? Non, c'était connu de tous. Mais est-ce qu'il faille que cela sorte de la bouche d'un chef d'État qui est concurrent à la Russie? C'est au fait de ça la question. Ces discours-là, vous êtes sûr que M. Macron les tiendra au Mali? Il les tiendra en Guinée-Bissau? Non. Il a tenu au Congo parce qu'il veut faire passer un message à M. Poutine. Est-ce que ce n'était pas une manière pour lui d'encourager le Congo ou Kinshasa? Question de dire, par exemple,
parce que vous avez condamné l'agression l'agression, oui, de la Russie au niveau de l'Ukraine. Alors nous aussi, nous allons vous apporter un soutien. Déjà, il faut dire que la France est membre de l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'est les principales chefs, si je peux le dire ainsi, des sanctions dans le monde. Mais aujourd'hui, la France n'a jamais plaidé pour des sanctions à l'encontre de proches de M. Kagame. Mais plutôt, la France a porté pour 2 mandats l'élection de Mme Louise Mouchoukiyabo, sachant pertinemment bien que le Rwanda, depuis plus de 5 ans, fait partie du Commonwealth. Pourquoi mettre une Rwandaise qui parle anglais comme secrétaire d'une organisation qui regroupe les États francophones? Ça, c'est déjà la première des questions. Et de 2, la France a plaidé pour les sanctions contre les proches de M. Poutine, chose obtenue. Mais pour la question de la RDC, est-ce que la France a plaidé pour les sanctions pour les proches de M. Kagame? Moi, je pense que nous devons nous examiner sur ces points-là. Est-ce qu'aujourd'hui, la France joue un franc jeu envers la RDC? Moi, je dis non. Parce que dans les 20 millions d'euros alloués au Rwanda en son temps, la France a donné plus de 4 millions. Aujourd'hui, le projet Marathon au Rwanda est presque à 55% financé par les Rwandais, par la France. Les projets e-tech au Rwanda, c'est financé en intégralité par la France. Donc, vous comprenez qu'en réalité, la France pense beaucoup gagner au Rwanda qu'au Congo. Pourtant, les Rwandais n'ont rien sur son sous-sol. Les Rwandais n'ont rien d'instabilité sécuritaire dans son pays. Mais c'est pourtant la RDC qui est victime de ces atrocités, mais ne bénéficie pas de manière claire du soutien de la France. Donc moi, je pense que être de l'UDPS et penser que c'est une victoire diplomatique, c'est voiler la face pour ne pas voir la réalité. Parce que s'il faut comparer la dite cérémonie organisée au Congo, je vois ces conférences de presse conjointes, et ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, vous voyez qu'il n'y a pas photo. À Brazzaville, M. Nguessou a rappelé à M. Macron qu'il y a plusieurs années, plusieurs sociétés françaises œuvraient au Congo-Brazza et permettaient au Brazzaville d'avoir de l'emploi et à son économie de se stabiliser par ces capitaux-là. Mais depuis un moment, beaucoup de ces sociétés-là ont décidé de partir pour des raisons que les Congo-Brazza ignorent. Et quand on arrive au Congo, quelles sont ces sociétés françaises qui œuvrent au Congo pendant plus d'une dizaine d'années? Et M. Macron devait nous dire, oui, j'ai décidé, avec les patronats français que j'ai amenés ici, de revenir. Mais ça, il ne vous l'a pas dit. Il s'est plutôt arrangé le droit de saper sur notre souveraineté, de saper sur ce que nous avons de plus cher. Ce que nous avons de plus cher, c'est notre indépendance. Est-ce que Macron a péché en disant, par exemple, que depuis 1994, nous n'avons pas été en mesure de réformer notre souveraineté sécuritaire, administrative et même politique, jusqu'au point de nous rappeler même les contextes électoraux de 2018? Bon, déjà, il faut dire qu'il n'a pas sapé. Il a insulté tout un peuple. Il a insulté tout un peuple. Et c'est là grâce à M. Tshisekedi. Parce que moi, je ne pouvais pas comprendre que lorsque l'on se rencontre pour parler actualité, que M. Macron ait le courage de saper les efforts de tous nos précédents chefs d'État. Mais il était acculé. Voilà, lorsqu'il revient sur la question de 1994, est-ce que sous le président Mobutu, on pouvait réellement parler de l'infiltration? On pouvait réellement parler de l'agression rwandaise? On pouvait réellement parler des massacres à hauteur de plus de 10 millions de morts aujourd'hui? Sous Mouzé Laurent Désiré Kabila, on pouvait réellement parler de l'aide? On pouvait réellement parler de massacres? Je vous rappelle que sous le président Kabila, qui n'avait presque pas voyagé, il n'avait jamais voyagé en dehors du pays, nous étions sous embargo. Mais il nous a nourris pendant plus de 2 ans. Et je me rappelle même pendant ce temps-là, il y a des sociétés qui ont fourni gratuitement des services au Congo, notamment la SNEL, la Régie des eaux. Et M. Macron vient, grâce à M. Tshisekedi, fouler au pied tous ces efforts-là. Et personne pour le lui rappeler. Lorsqu'on parle de la souveraineté militaire, c'est parce que la RDC aujourd'hui est à la merci des États voisins. Et c'est grâce à M. Tshisekedi. Je rappelle toujours à mon aîné, Lemouali Vital Kamere, qu'il a quitté la fonction du président de l'Assemblée nationale parce qu'il aurait appris que M. Kabila aurait permis à l'armée rwandaise et angolaise d'entrer ici. Mais aujourd'hui, M. Tshisekedi a signé ouvertement des accords avec ces États-là pour permettre même à l'armée rwandaise d'entrer ici et opérer de patrouilles. Et même installer une force qu'on appelle force régionale. Mais mon aîné Kamere est toujours là avec lui. Et s'il faut parler de la souveraineté diplomatique, aujourd'hui,
La RDC, nous l'avons vu il y a peu de temps, lorsque le Royaume-Uni, principalement Londres, refusait notre ambassadrice envoyée là-bas. Et pourtant, il y a peu de temps, nous avons, nous, accueilli une personne non grata venant de l'Afrique du Sud, qu'on appelle Kariga. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, la question du mépris, la question de l'insulte que M. Macron a fait au Congo, c'est parce que les dignitaires congolais voulaient. Ils voulaient le voir faire. Parce que moi, je me dis, une personne qui a foulé au pied les efforts des prédécesseurs chefs d'État, et vous voyez un ministre du gouvernement aller faire un selfie avec lui. C'est carrément malade. Est-ce que Macron n'avait pas aussi quelque part raison d'évoquer tout ça? Parce que vous allez vous rappeler avec moi que dans ces pays, nous avons connu plusieurs fois des rapports des ONG, des Nations Unies, de notre Parlement, qui étalent noir sur blanc que certains Congolais sont impliqués dans cette histoire d'agression, et ces Congolais sont bien connus, ils sont bien identifiés, leurs résidents sont très bien connus, mais ils ne sont jamais inquiétés. Vous savez, lorsque Quand Macron parle d'une justice transitionnelle, voilà. Est-ce qu'il n'a pas aussi raison Lorsque j'ai entendu M. Macron parler de la justice transitionnelle, je me suis vite rappelé des efforts que mènent des compatriotes congolais. Les premiers de tous, c'est le professeur Luzolo Bambi. Vous savez que c'est depuis une vingtaine d'années maintenant que le professeur Luzolo Bambi plaide pour une justice transitionnelle. Et il assoit sur deux faits. Premièrement, la responsabilité des auteurs de faits infractionnels. Troisièmement, c'est la question de la réparation. Mais qu'est-ce que la nation congolaise fait de ces combats? L'auteur est même allé plus loin, le professeur Luzolo, que j'ai salué en passant, pour dire que la justice transitionnelle nous ouvrira deux voies. La première, soit de la création d'un tribunal ad hoc, que nous devons nous demander au monde de nous les donner. Ils ont donné ce tribunal ad hoc au Sierra Leone. Ils ont donné ce tribunal ad hoc l'ex-Yougoslavie, et ils l'ont donné au Rwanda. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? La RDC a pris parole 4 fois du haut de la tribune des Nations Unies. Nulle part nous avons évoqué la question de la justice transitionnelle. Est-ce que nous voulons voir ces auteurs répondre? Nous voulons voir les victimes rentrer dans leurs droits ou pas? 4 ans durant. Parce que moi ici, je n'aimerais pas entrer dans les 18 ans, les passés. Bien que c'est un passé très malheureux, mais nous devons l'évoquer. Et aujourd'hui, la deuxième phase de sa proposition, c'est peut-être saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Pourquoi on ne les fait pas? Nous avons été, nous, à la présence de l'Union africaine. Est-ce que la RDC a soumis un dossier à la Cour africaine des droits de l'homme pour examiner toutes ces exactions-là? Nulle part. Nulle part. Nous avons même un Congolais qui est là-bas et qui est président. Donc, vous comprenez que les soucis plutôt de la réparation, les Congolais ne l'ont pas, principalement sa gouvernance. Et qui sont à la sellette, devaient propulser par ces initiatives. Mais aujourd'hui, les combats de la justice transitionnelle, il y a le professeur Luzolo Bambi qui l'amène, il y a le docteur Denis Mukwege, pour l'unique fois où il a pris parole du haut de la tribune des Nations Unies, il l'a demandé. Pour toutes les fois où il fait ses tribunes, le président Martin, il le demande. Les mouvements citoyens les demandent, les organisations internationales les demandent. Mais pourquoi nous ne les faisons pas? Nous avons aussi les traités de Rome qui met en place la création de la CPI. Bien évidemment, la CPI vient après de 2004. Mais avant, nous avons un rapport mapping documenté, chiffré, qui dénote et même donne même le nom de ces auteurs-là, qui pour la plupart aujourd'hui sont dans les institutions. Pourquoi on ne les poursuit pas? C'est parce que l'État veut les voir régner sans être poursuivis. C'est en fait ça la réalité. Voilà pourquoi moi je pense que M. Macron nous les rappelait. C'est simplement pour nous dire que nous avons une gouvernance faible. Parce qu'une gouvernance efficace à 4 ans, pour avoir été président de l'Union africaine, pour avoir pris parole 4 fois du haut de la tribune des Nations Unies, ça devait agir. Ça devait agir dans les concrets, ça devait agir dans les actes. Mais lorsque les actes n'arrivent pas, lorsque les concrets ne suivent pas, nous pouvons simplement dire qu'il a raison. Mais il n'a pas le droit de nous insulter dans notre propre pays. Est-ce qu'il vous a insulté? Mais lorsqu'il dit que nous n'avons pas été en mesure, c'est pour dire en clair que nous sommes faibles. Alors que moi, je refuse, M. Hervé. Justement, nous avons des rapports qui étalent noir sur blanc la responsabilité et l'implication des Congolais dans cette agression. Mais ils ne sont jamais inquiétés. Ils sont promus d'ailleurs tous les jours. Mais lorsque ces rapports arrivent et qu'ils tombent entre les mains des gouvernants complices, qu'est-ce que vous attendez? Donc en réalité, si Macron nous insulte, c'est parce que quelqu'un lui a autorisé à nous insulter. Parce qu'il y a 4 ans durant, depuis 2018, et que grâce au deal, la gouvernance actuelle est là, il devait poser des actes qui tendent à obtenir la création de ces tribunaux ad hoc.
Parce que nous avons eu toutes les opportunités que le monde pouvait nous offrir. Comme président de l'Union africaine, vous osez la voix, vous osez le ton pour demander ce tribunal ad hoc. On ne vous l'accordera pas. Comme président de la SADC, comme président de la CAC, nous avons été presque honorés d'avoir toutes ces responsabilités-là. Mais qu'est-ce que nous avons gagné en retour? Qu'est-ce que nous avons gagné? La justice transitionnelle, je vais citer d'ailleurs par là, ces tribunal ad hoc ne devait nous coûter en réalité que 3 milliards, vous savez. 3 milliards de dollars. Et aujourd'hui, on nous vante un budget de 16 milliards. Si on enlève 3 milliards et que l'on obtienne des réparations, cher Hervé, les âmes perdues ne reposeront pas en paix? Moi, je pense qu'ils vont reposer en paix. Mais aujourd'hui, nous constatons également que la gouvernance actuelle est bénéficiaire de ces atrocités. Parce qu'il faut déjà rappeler qu'à un certain moment, les partis au pouvoir actuellement étaient complices d'un mouvement rebelle. Et qui ne nous dit pas que c'est dans la continuité de cela qu'ils sont en train de les protéger. Alors, toujours au cours de cette conférence de presse, le président de la République, Félix Tshisekedi, a soulevé un point capital, un point qui est pratiquement applaudi par tous les Congolais. Le président a dit ceci: actuellement, la RDC ou le gouvernement a arrêté de financer tous les projets qu'il avait lancés pour orienter les fonds vers le soutien à la guerre, vers le soutien au FRDC. Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus que temps, vous estimez, de nous concentrer, de nous focaliser plus sur nos éléments FRDC qui sont sur terrain, en lieu place d'aller chercher la condamnation ou, je ne sais pas moi, des discours qui vont venir de tous ces pays, la France, les États-Unis? Vous pensez que c'est la belle option? Vous pouvez être convaincu avec moi que c'est du déjà entendu, du déjà vu. Non, c'est voilà, parce pour la première fois que le président puisse en parler. Vous allez vous rappeler, vous êtes journaliste, lorsqu'il était à Goma, le citoyen Antoine, il a parlé avec Jason. Et puis après, il a rencontré la société civile, les élus du coin. Et à eux, il a réitéré le même message. C'était, je crois, en 2020. Tout ce que nous avons comme effort maintenant, nous les mettrons au profit de la question de la sécurité. L'année passée, nous avons eu un budget. Et cette année, nous en avons encore. Cher Hervé, hormis la proposition faite en son temps par le premier Adolphe Mouzitou de l'Amouka, tendant à voir la gouvernance actuelle défalquer 1 milliard de dollars pour la question de la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, en étant sérieux avec eux-mêmes, ils peuvent nous dire qu'ils ont déjà donné plus d'1 milliard? Non, mais là, le gouvernement fait plus avec cette annonce du non, président de la République. Non. Je ne parle pas de l'annonce. On a arrêté de financer Tchilé-Gelou, on a arrêté de financer 145 territoires et tous les fonds sont actuellement orientés vers les FRDC. Non, ce sont des prétextes farfelus. Parce que lorsqu'on parle de 145 territoires, ces projets ont aujourd'hui plus de 10 mois, vous savez. Lorsque l'on l'a annoncé, déjà, il y a eu des fautes de prévoyance. On n'a pas planifié. Les coûts globaux déjà posaient problème. La répartition de même. Et lorsque l'on vous affirme que nous sommes au-delà, en termes clés, en chiffres, donnez-nous les montants, qu'aujourd'hui nous sommes en même de vous dire que nous avons déjà envoyé 2 milliards de dollars, nous applaudirons. Nous avons déjà envoyé 5 milliards de dollars, nous applaudirons. Mais lorsque le chiffre n'est pas avancé, nous ne sommes pas là tenus à vous croire de manière naïve et aveugle. Non, parce que nous pensons que dans vos discours, la vérité n'est pas là. La vérité ne transcende pas vous dire. Comment faites-vous pour douter de la parole ou d'une promesse? Ce n'est même pas une promesse, mais d'une réalité selon le président de la République. Premièrement, nos militaires n'ont plus de tenue neuve à jour. Si réellement, si on avait mis plusieurs fonds là-bas, vous pensez qu'ils allaient avoir ces mêmes tenues-là? Depuis 4 ans maintenant, on n'a pas doté l'armée. Comment j'ai fait? Pourquoi? Deuxièmement, depuis 4 ans maintenant, je n'ai pas vu de véhicules neufs pour les services de sécurité. Si vous l'avez vu, vous m'informez, vous me montrez les vidéos. Tous ces éléments réunis pensent ou encore m'amènent à conclure que réellement ces fonds-là n'ont pas été défalqués. Parce que même avec 1 milliard, le premier Adolphe Mouzitou, vous avez clairement fait la répartition. Nous devons avoir le fonds pour les informations, parce que la guerre c'est aussi l'information. Qui a l'information à la victoire, comme disait Napoléon Bonaparte. Deuxièmement, c'est la question de l'armement. L'arrivée ou l'annonce du régime de notification qui tombait, c'était un motif de joie pour tout le monde. Mais depuis que c'est tombé, plus d'1 mois, est-ce que nous avons acheté les munitions? Est-ce que nous avons acheté? Non, mais si le gouvernement a mis les moyens pour acheter les munitions, on ne va pas venir étaler cela à la télé. L'avez-vous vu? L'avez-vous entendu même par vos sources discrètes? Troisièmement, c'est la question de la formation.
Combien des unités rangers sous Rambo ou je ne sais quoi qui sont en dehors du pays pour être formées? À part les Chikata qu'on a formés au début de la législature. Mais je me rappelle sous Mobutu, c'était parce que chaque 6 mois qu'une nouvelle unité partait en formation, soit en Israël, soit en Égypte. Vous allez comprendre avec moi qu'en réalité, la gouvernance actuelle souffre d'une carence. C'est les ressources intellectuelles à même d'amener le développement dans cette nation. Oui, c'est bien beau de dire que tous les fonds sont envoyés là-bas, mais combien? Et pour faire quoi? C'est fait ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, déjà l'EAC nous coûte et va nous coûter énormément. La question de la réforme tant entendue, tant voulue dans notre armée, peine à être mise en place. C'est de l'humilité, vous diront, nous avons la loi de programmation. Est-ce que la loi de programmation veut dire faire la guerre? C'est fait ça la question. Mais nous voulons avoir une sécurité. La sécurité implique les moyens. Les moyens impliquent la formation, l'information et l'équipement. Est-ce que toutes ces 3 conditions sont-elles réunies? Aujourd'hui, nous allons à plus de 200 jours de l'occupation de Bunagana. Vous avez suivi les révélations de l'honorable Mende, de ces probables annexions, qui est consacrée par quoi? Parce que nous avons été membres, ou encore nous avons été signés de manière naïve la charte de l'EAC, en son article 4, l'article qui me dérange chaque jour, où il est clairement dit que nous sommes prêts, ou nous sommes obligés de céder au profit de notre État, notre portion de terre, et si nous ne voulons pas les faire, l'EAC peut nous poursuivre. Et aujourd'hui, si nos agresseurs soulèvent cette possibilité-là, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons demander à M. Antoine de nous retirer de là. Très bien. Alors, Emmanuel Macron a refusé ouvertement de condamner le Rwanda, mais par contre, il a privilégié ou il a encouragé encore le gouvernement congolais à négocier ou à continuer de négocier avec les rebelles. Il a évoqué ces négociations ou ces échanges de Nairobi, de Luanda. Et parlant même de Luanda, les rebelles ont promis, selon la présidence angolaise, de se retirer de nos territoires à partir de ce mardi 7 mars. Mais curieusement, ce lundi, on nous apprend que les combats se poursuivent au niveau des Massissi. Est-ce que nous devons encore continuer à négocier avec ces rebelles qui foulent pratiquement toutes les mesures au pied? Ceux qui attendaient voir M. Macron condamner ouvertement le Rwanda, je pense qu'ils attendaient aussi l'arrivée de Jésus. Non, comment ça? Je vous dis parce que ça n'allait jamais arriver. Ça n'allait jamais arriver. Je vous ai cité de projets phares pilotés par la France aux intérêts de Rwandais. Mara Téléphone, E-Tech et tant d'autres. Aujourd'hui, le Rwanda, qui n'a rien sous son sous-sol, peut fabriquer un téléphone là-bas et l'utiliser. Nous qui avons tout, nous ne sommes même pas à même de monter des véhicules ici. Vous comprenez qu'il y a un souci. Et lorsque le président français va, M. Macron, cher Macron, comme il aime bien qu'on l'appelle, vous demande de négocier. Mais il oublie que 48 heures avant, il était en Angola. Non, 72 heures avant, il était en Angola. Vous savez ce qu'il a dit en Angola? Lorsqu'il recevait l'ancien président Lorenzo, il a dit « Je compte sur vous pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. » Un facilitateur sur qui l'on compte pour mettre fin à l'insécurité. Et lorsqu'on arrive ici, on rencontre un chef d'État. On ne lui dit pas qu'on compte sur lui pour mettre fin à l'insécurité. Le message qui est véhiculé. Est-ce que l'on peut réellement comprendre qu'aujourd'hui, la France est en train de se moquer des Congolais? Je vous dis, si la France hausse les tons pour condamner les Rwandais, nous n'aurons pas besoin de 48 heures pour voir urgemment être convoquer le Conseil de sécurité. Et de ces conseils de sécurité, les résolutions claires vont tomber et le Rwanda va arrêter sa bourde. Mais la France ne veut pas ouvertement le dire parce qu'il sait qu'il a des intérêts là-bas. La seule opportunité qui nous reste, c'est de briser ces mythes-là, de considérer que seuls les États européens, principalement la France et les États-Unis, peuvent être pourvoyeurs en Afrique. Et beaucoup l'ont fait, surtout en Afrique de l'Ouest, beaucoup l'ont fait, aujourd'hui ils évoluent. Qui parle Boko Haram? Qui parle rebelle Séléka en Centrafrique aujourd'hui? Personne, parce qu'il y a la force russe qui travaille là-bas. Qui parle Boko Haram au Mali? Qui parle les Chebab au Mali? Personne. Parce que la Russie est là. Mais lorsque nous pensons que nous devons toujours être sous la mamelle de ces gens-là, c'est en réalité penser que nous sommes faibles. Et lorsqu'on parle des ultimatums, les M23, depuis leur arrivée, ils en ont obtenu combien? D'états morts, de résolutions qui disent presque la même chose, combien? Mais dans les concrets, les résultats sont lesquels?
dans les concrets. Le 7 mars, c'est déjà demain mardi, mais aujourd'hui lundi, ils continuent de se battre. C'est pour vous dire qu'en réalité, ils n'ont rien à faire de ces ultimatums. Et il suffit de lire leurs communiqués où ils insistent qu'ils veulent parler avec la gouvernance de Kinshasa. Et aujourd'hui, les facilitateurs, l'armée, la force sous-régionale, qu'est-ce qu'ils ont tous porté comme résultat? Mais il y a aussi un point qui a aussi été apprécié par les Congolais, c'est ces passages du président de la République lorsqu'il déclare où il demande à Emmanuel Macron, à travers la France, de considérer la RDC ou de les traiter avec respect, avec considération, avec manière, et de ne plus considérer le Congo comme ces petits pays avec lesquels on peut s'amuser. Est-ce que vous pensez que cette déclaration du président de la République peut changer la donne ou la perception de la communauté internationale vis-à-vis de nous? Le respect se gagne, c'est ce que j'ai appris moi. Le respect se mérite. Nous n'avons pas eu besoin de parler pour demander que l'on nous respecte sous Mobutu. Le monde nous a respectés pour ce que nous étions à même de faire. Nous n'avons pas eu besoin de demander qu'on nous respecte sous Laurent Désiré Kabila. Mais le monde a appris à nous respecter pour ce que nous étions en mesure de faire. Peu de temps, nous avons été aussi imposé notre respect lorsque l'on a décidé de fermer la maison Schengen ici. Vous avez vu tous ces balais médiatiques, tous ces balais diplomatiques qui circulaient ici pour demander la réouverture. Donc vous allez comprendre avec nous qu'en réalité, la gouvernance actuelle sait qu'il n'est pas en mesure de nous imposer un respect, de nous faire respecter dans le monde. Et il va maintenant demander. Et lorsqu'il demande, il ne nous dit pas qu'est-ce qu'il fera en retour pour que ces respects soient permanents. Très bien. Et moi, je pense que ce discours-là était bon pour être entendu à l'UMT. Très bon pour être entendu à l'UMT en tout cas. Et surtout par M. Kabouya. Parce que c'est seul lui qui pouvait écouter ça et applaudir. Mais tout Congolais averti qui sait que le respect se gagne, le respect se mérite, il posera la question, Monsieur Antoine, que fais-tu pour qu'on te respecte? Que fais-tu pour qu'on respecte le Congo? On va parler du processus électoral. D'abord, cette révélation ou cette deuxième sortie médiatique de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. Alors moi, je me demande, je me pose la question de savoir, Corneille Nangaa poursuit quoi derrière cette démarche? Accord politique de 2018, signe et persiste qu'il y a eu bel et bien un accord politique qui a porté Félix Tshisekedi au pouvoir et il rejette la faute à la Cour constitutionnelle. Paix à son nom, à son âme, pardon, le président Benoît Luamba n'est plus en vie. Selon Corneille Nangaa, c'est lui, à travers la Cour constitutionnelle, qui pouvait arrêter cette fraude électorale, c'est lui qui pouvait arrêter cette aventure, mais malheureusement la Cour aussi a joué le jeu des ennemis de la volonté du souverain primaire. Alors, Nangaa vise quoi derrière cette démarche? Bien, merci Hervé. Les samedis, j'étais faire le marché, hein, comme dans mes habitudes, pour jauger un peu la température. Il y a une dame qui me retient là, elle s'appelle Sandrine, Sandra ou Sandrine. Elle me retient, mais dès que Jonathan, au moins, on connaît un bilobé là. Je dis pourquoi? Mais ma calamote, c'est quoi la moutona? Alors, comment ça? J'ai voulu poser la question pour savoir ma calamote sur quoi. Il me dit, élection, monte comme au Pelaye, c'est en réalité ce qui arrive maintenant. Avoir été là et de manière passive cautionner cette fraude. Maintenant là, il n'a plus sommeil, il ne peut pas dormir. Non, il a dit la CENI n'avait publié que les résultats provisoires. J'arrive. Il revenait à la Cour constitutionnelle, soit d'annuler les résultats, soit de demander même qu'on puisse refaire les élections. J'arrive. La Cour aussi n'avait rien fait. J'arrive. Comme on dit toujours, lorsque le mort sont là, tous portent le même chapeau. C'est fait ça la réalité. Si M. Benoît était là, paix à son âme, peut-être que Nangaa ne dira pas ce qu'il dit là. Et moi, je vais dans l'hypothèse où il a été là. Lorsque l'on volait les suffrages de tout un peuple, depuis des 80 millions d'habitants, et vous avez accepté, sans dénoncer à l'époque, vous êtes complice de ce que nous subissons aujourd'hui comme souffrance. Il a accepté dans l'espoir que la Cour allait bloquer. J'évolue encore. Si la Cour n'a pas bloqué, c'est parce qu'en amont, quelqu'un a balisé les chemins pour que l'on ne bloque pas. Et c'est M. Nangaa. J'aimerais vous le dire encore. Vous savez, la Cour de notre pays, excusez-moi le terme en tout cas, il n'a pas été très très haute, pour ne pas dire, parce que ce genre de cour, lorsqu'on la crée, c'est pour fiabiliser l'arrivée de certains pouvoirs. Mais notre cour n'a pas été digne.
Vous imaginez que quelqu'un qui vient défendre un résultat, il vous apporte même pas un seul PV, mais vous entérinez ce que lui proclame comme résultat. Et réfléchissons un peu en homme correct. Je viens, je dis, mais tiens mes résultats. Mais je ne t'éprouve même pas avec un petit papier que tu dois maintenir mes résultats. Alors, la Cour s'était prononcée sur base de quel document? C'est déjà là le problème. Donc la Cour s'est prononcée sur pied d'une décision de la plénière de la CENI. Une décision qui pouvait être le fruit des sentiments de plusieurs personnes telles que dévoilées maintenant. Qui pouvait être le fruit des émotions de personnes telles que dévoilées actuellement. Qui pouvait être le fruit d'un dictat politique tel que dévoilé maintenant. Qu'est-ce que la Cour devait faire? La Cour devait en réalité poser la question à celui qui veut que l'on maintienne ses résultats. Monsieur, à l'époque, c'était monsieur Malonda qui était là. Sur pied de quoi je vais vous croire pour maintenir les résultats proclamés dans votre décision? Si la Cour ne l'a pas fait, la Cour est également complice. Voilà pourquoi, vite en besogne, la gouvernante Tshisekedi a décidé également de torpiller le fonctionnement de cette cour pour en quelque sorte baliser les chemins pour éviter des traces. Du jamais vu. J'ai vu pour une première fois, on a installé une cour 2 fois en une législature, 2 fois, en moins de 3 ans. Le président qui est censé être là pour un mandat de 3 ans renouvelable, il se voit être tiré à 1 année, 2 mois. Est-ce qu'on est sérieux là? Est-ce qu'on est correct avec nous-mêmes? Donc aujourd'hui, les révélations faites par Nanga, c'est un peu de Makalamoto, Nicolas Motunaye. Et là, les malheurs pour lui, c'est que le Congolais ne lui pardonnera jamais ça. Il vise quoi derrière cette démarche? Et puis pourquoi seulement maintenant? Alors que ces débats étaient alimentés au début des années 2019, 2020, quand on a une langue assez têtue. Alors pourquoi il décide aujourd'hui de briser le silence et de remettre sur la toile ces débats qu'on avait pratiquement déjà oublié? Nous vous avons dit en son temps que les suffrages du peuple s'est vu être dérobés par des usurpateurs au pouvoir. Ça, nous l'avons dit. Personne ne nous a cru. Seuls ceux qui pensent vraisemblablement voir la nation évoluer en son temps. Mais aujourd'hui, tout compte fait. Les voix s'élèvent pour nous rejoindre dans notre opinion. Pour dire qu'en réalité, ces gens n'avaient nullement gagné les élections. Ils sont là sur pied d'un compromis politique. Comment imaginez-vous? Un compromis à l'africain. Si on peut le dire comme ça aussi. Hein. Moi, je pense que c'est à la congolaise. Les présidents ne veulent pas de cette expression. Mais qui nous prouve le contraire. Qu'il apporte de PV de la CENI qui confirme son élection. C'est la moindre des choses. Comment voulez-vous qu'une cour confirme un candidat sans en avoir la preuve? Et nous avons apporté la preuve que la cour a refusé. J'ai dit bien, a refusé. Une cour qui est censée tabler sur les manières impartiales, écouter tous les deux sons des cloches, mais qui refuse les preuves apportées par une partie au procès. Il faut qu'il y ait un souci. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, M. Nanga est dans la logique de vouloir se rattraper. Mais c'est tard. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu nos 5 bonnes années être gâchées parce que M. Nanga s'est tué pendant 5 ans. Pendant 4 ans. Nous avons 5 années de gâchis comme ça. Où la population qui espérait se voir être considérée, respectée dans le monde, aujourd'hui est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui était au premier loge, comme il est dit lui-même, a vu le forfait se commettre et s'est tué. Et il nous dit encore qu'il était sous pression. Là encore, c'est un discours de lâche et de faible. Un homme, c'est celui qui s'assume. Un homme, c'est celui qui est convaincu de ce qu'il fait. Très bien. Alors, dans cette même logique, Denis Kadima, lui également, a fait une sortie médiatique pour dire que la CENI est en souffrance depuis le mois d'octobre 2022. La CENI n'a plus reçu ni les frais de fonctionnement, ni les fonds censés financer les différentes opérations qu'elle est en train de mener sur terrain. Est-ce qu'on doit aujourd'hui conclure qu'avec ces discours déjà prononcés par le président de la République, le président de la CENI lui-même, que l'insécurité à l'Est risquerait d'hypothéquer les processus électoraux? On peut conclure que les schémas ou la voie est déjà balisée pour un glissement ou, je ne sais pas moi, une convocation d'une table ronde qui permettra aux uns et aux autres de se retrouver de nouveau dans les affaires. Moi, je me dis qu'à un certain moment, nous devons prendre une décision courageuse. La décision de ne même plus voir un cadre de l'UDPS parler à la télé. Alors, comment ça? Vous voulez étouffer la liberté d'expression?
Et si on l'étouffe pour l'IDPS, on va perdre quoi? Non, c'est des Congolais. Ils ont Non, si on l'étouffe pour non, c'est l'IDPS. des Congolais qui ont. Est-ce que vous savez ce que l'IDPS fait subir à mon peuple, cher Hervé? Ce que nous subissons aujourd'hui grâce à l'UDPS, vous pouvez imaginer ça? Un président français qui quitte la France, qui vient nous insulter grâce à l'UDPS. En 2012, on a vu un autre président français pratiquement humilier le président congolais de l'époque. Non, il faut préciser. Lorsque le président ne sait pas s'élever tôt pour rentrer dans sa 4x4 et aller voir un autre président, c'est pas de l'humiliation. Ah bon? Oui. Ah, ce n'est pas être sérieux. Vous faites attendre votre s'il vous plaît, laissez-moi dire. Je l'ai dit en son temps. J'arrive. Je l'ai dit en son temps et je l'ai redit encore. Monsieur Hollande n'est pas sérieux. Ok. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il a un problème de mariage, non? Monsieur Hollande n'est pas sérieux. Et même son passage à l'Élysée, il y a plusieurs actes qui prouvent qu'il n'a pas été sérieux. Il n'est pas sérieux. Et s'il faut encore aller plus loin, vous savez pourquoi Macron a quitté son gouvernement? Parce qu'il n'est pas sérieux. Mais si je parle d'un manque de respect, organisé par un chef d'État, qui est venu sur invitation de notre chef d'État, grâce à l'UDPS, je viens à M. Nanga Junior. Je l'ai toujours dit. M. Kadima Deni. Mais si vous voulez l'appeler Kadima, c'est vous. Hein. De toute façon, les Kazadi, les Kadima, nous savons tous ceux qui sont en train de nous faire payer ici. L'autre qui vient vous dire que j'annule les paiements d'un autre chef d'État qui est coché par une loi. Il s'appelle Kazadi Kadima. Vous comprenez, il y a un souci. Donc, j'aimerais ici dire à M. Nanga Junior, vous savez, on ne se fout pas de tout un peuple. Ça, il faudrait que M. Nanga Junior le retienne pour la vie. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce que M. Nanga parlait sur cette même tribune-là qu'il a décidé de venir parler. Un peu pour faire la contre-communication. Pour étouffer la communication de M. Nanga. Nanga père, là c'est de un des deux. Lorsque nous disons en son temps que ces gens n'étaient pas sérieux, personne ne nous a cru. La question du financement des élections, est-ce que c'est une question qui doit réellement poser problème avec un budget de 10 milliards? Déjà pour l'année passée. Alors que les élections, dans son ensemble, nous coûtera qu'à peu près 1 milliard de dollars. Nous avons 10 milliards de dollars. Et nous sommes en incapacité de défalquer 1 milliard de dollars pour les élections. Il y a la guerre, tous les fonds sont orientés vers les fronts. Donc là-bas, on a envoyé 10 milliards. Et c'est qu'on paye les députés ici, on les tire d'où? C'est qu'on paye le voyage. C'est pourquoi on finance tous ces voyages-là. La location de l'avion qui voyage avec tous ces mondes-là. Vous comprenez qu'il y a un souci. Donc aujourd'hui, M. Nanga Junior devait clairement s'assumer. Parce que nous l'avons dit qu'il n'est pas compétent pour cette attribution-là. Il a voulu jouer à l'UDPS comme toujours, être têtu et faire les téméraires. Mais la réalité lui rattrape. Nous avons vu des agents boycotter les travails dans les bureaux de vote, bureaux d'inscription plutôt pour l'enrôlement. Parce qu'ils n'étaient pas payés. À l'époque, ils ne pouvaient pas tenir ces discours pour dire que je n'ai pas reçu de l'argent. Pourquoi le dire seulement lorsqu'il parle en pleine émission? Mais ce n'est pas la première fois pour lui de décrier la lenteur dans le financement des opérations de la CENI. Cher, sur ton émission, sur Perfect Actu, nous avons analysé 2 fois la question du processus électoral. Et toutes les fois, on a analysé soit un jour avant ou 2 jours avant, il tenait une conférence de presse. Et il n'avait jamais évoqué de la question. Pourquoi l'évoquer que lorsque Jean-Marie Kassama les reçoit? Pourquoi? C'est ça la question. Donc il veut simplement nous dire maintenant qu'il a compris que ce que nous affirmons en son temps était la vérité. Et que cette gouvernance n'était pas en mesure de lui donner des moyens. De lui donner des moyens. C'est fait ça la réalité. Et de deux, lorsqu'il affirme haut et fort, pour dire que ça peut entamer sur les calendriers. Mais j'aimerais encore poser la question à ces messieurs. Est-ce qu'il oublie que la CENI est censée avoir de fonds propres aussi? Dans 3 mois, il organisera la réception des candidatures. Et ces candidatures-là, on va les recevoir gratuitement. Les gens auront à payer. Et maintenant que l'Union sacrée décide de nous envoyer même tous ces gens-là qui ne peuvent rien apporter comme candidats, ils sont là. Ils vont payer des cautions. Mais cet argent-là, comment il va être géré? La gestion de ces fonds, ça aussi, on doit veiller sur... Voilà. Et plus encore, nous avons posé la question de l'audit de la CENI avant son entrée en fonction. Qui l'a fait? Personne. Et pourtant, de là, nous devons savoir qu'est-ce que la CENI de M. Nanga Père lègue à ces hauts cadres de l'UDPS Nanga Junior comme actif. En termes de logistique, en termes de fonds, en termes de matériel.
Mais l'Assemblée nationale qui est censée contrôler pratiquement toutes les institutions, si elle ne le fait pas. L'Assemblée nationale était Que là doit pour faire le organiser l'installation de manière presque drastique de ce membre. Mais elle a aussi la mission d'auditer la CENI. Est-ce qu'ils l'ont fait? Nulle part. Et pourtant, en son temps, les mauvais du passé, ils ont quand même eu des points forts aussi. Madame Mabunda l'a dit, je l'ai suivi une fois, avant d'entériner de manière presque cavalière M. Malonda. Il a dit, je pense que même si on entérine M. Malonda, l'audit de la CENI reste d'actualité. Ça, c'était Madame Mabunda. Mais aujourd'hui, est-ce que M. Mbosso peut vous dire que l'audit de la CENI a été vraisemblablement opéré? Et je pense que c'est là toutes les questions dont les Congolais attendent de réponses. Mais si la gouvernance ne nous répond pas sur ces questions-là, cher Hervé, je pense que grâce à ces médiocres de Nanga Junior, nous risquons d'avoir la plus mauvaise des organisations. Pratiquement 4 ou 5 mois que la CENI n'a plus reçu les fonds pour la permettre de mener ses opérations. Entre-temps, on avance aussi comme argument l'insécurité dans la partie est du pays qui risquerait d'hypothéquer le processus électoral. J'ai lu récemment, je crois que c'était le week-end, les tweets d'un député national, Eliezer Tambo pour ne pas les citer, qui a dit qu'on doit faire le choix entre la sécurité, le social et les élections. Est-ce qu'on peut aujourd'hui conclure que, je reviens encore sur ma question, qu'il y a une voie ou un chemin qui est déjà balisé pour qu'on puisse aller tout droit vers l'éclaircissement ou peut-être convoquer une table ronde, question que les uns et les autres puissent s'y retrouver dans les affaires et retarder pour 1 ou 2 ans les élections? Il faut poser la question au journaliste Eliezer Tambo. Est-ce que ces discours-là, il pouvait... Non, il est actuellement député national. Il est aussi journaliste. Ah. Ouais, il est présentateur des émissions. Il ressemble les invités. Okay. Il est journaliste. Il faut poser la question au journaliste Eliezer Tambo. Est-ce que ces discours-là, il pouvait les tenir en 2017? Est-ce qu'il pouvait les tenir en 2017? C'est fait ça la question. Parce qu'en 2017 également, il y avait un petit souci. Ce qui a même conduit à ce que nos amis, nos frères, nos compatriotes de Beni Boutembo n'ont pas voté au même moment que ceux de Kinshasa. Et encore ceux de Maïndombe. Est-ce qu'il pouvait soulever cette question-là en 2017? À l'époque, il était encore journaliste. Il se faisait même appeler le fils du bailleur. Vous comprenez qu'il y a un souci. Donc, ce sont des gens qui ont été vite rappelés par les machis. Et aujourd'hui, ils sont à la défensive pour vouloir bénéficier de ces glissements. Est-ce que cette question-là, ils pouvaient le poser ou ils pouvaient le soulever en 2017? J'ai dit non. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il est vrai que l'insécurité est là, mais nous voulons 2 élections. Nous voulons 2 élections parce que cette misère ne peut plus continuer. Est-ce qu'on va aller voter alors que ça tire à l'est? Nous sommes allés voter alors que ça tirait à Maïndombe. Nous sommes allés voter alors que la population était en demandant à Minembo et à Boutembo. À Beni et à Boutembo. Et la preuve, c'est que nos compatriotes de Maïndombe, Beni, Boutembo, n'ont jamais voté de chef d'État. Ils sont là, gérés par leurs députés. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, déjà lorsque le citoyen Antoine arrivait au pouvoir, bien que par un deal, la priorité des priorités devait être pour lui la question de l'unification du pays, la question de la paix. Parce qu'après 5 ans, il devait sillonner tous ces 4 territoires pour espérer avoir des suffrages. Mais lorsqu'il foule au pied la question de la sécurité pour l'ensemble du territoire. Il n'a pas foulé au pied la question de la sécurité. Qu'est-ce qu'il a déjà fait Qu'est-ce qu'il a déjà fait en 4 ans? L'état des sièges. Qui apporte quoi? Il y a les troupes de l'EAC qui sont sur terrain. D'ailleurs, le Burundi nous a envoyé depuis ce dimanche une trentaine de ces éléments qui seront basés, je crois, à Saké. Il y a des efforts qui sont fournis. État de siège qui est l'état de l'insécurité. La preuve, c'est qu'avant l'état de siège, nous avons notre Bunagana. Avant l'état de siège, nous avons notre Rutshuru. Avant l'état de siège, nous avons notre Mikenyo. Mais après l'état de siège, ou à l'arrivée de l'état de siège, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Des territoires occupés, des cités prises. Pourquoi? Parce que l'état de siège nous a apporté l'insécurité. Avec les gouverneurs civils, nous pouvons entrer avec toi à Bunagana et en ressortir. Mais avec les gouverneurs militaires, on ne peut pas entrer à Bunagana. Et pire encore, cette force régionale arrive, c'est répartie l'occupation de notre territoire. Pas de manière mixte, mais de manière singulière par des pays. Est-ce qu'on ne peut pas voir et le Rwanda, et l'Ouganda, et le Burundi, et l'Angola être à Saké, et le Rwanda, et le Burundi, et l'Angola être à Rutshuru? Pourquoi séparer en termes d'État? Pourtant, la coordination est assurée par 2 personnes. L'officier angolais et l'officier congolais.
Et qui va commander là où il y a les troupes angolaises? Très bien. Vous avez dit ça, On a terminé l'émission. Déjà, Alors, une ça va toute vite. dernière question. Oh là là. Selon certaines indiscrétions, pas Martin Fayoul, mais la coalition La Mouka, peut-être Martin Fayoul à sa tête, serait en train de préparer une plainte contre Corneille Nangaa pour avoir tripatouillé les élections de 2018, les résultats des élections de 2018. Alors, question, vous pensez que Martin Fayoul gagnerait quelque chose en traduisant Corneille Nangaa devant les cours des tribunaux? Je suis un des cadres de la Mouka, mais je l'ai dit, Corneille Nangaa ne devait pas être jugé par un tribunal IMA. Ou des tribunaux IMA, non. Comment ça? Corneille Nangaa, c'est le peuple qui va les juger. De quelle manière? Et moi, j'ai déjà demandé à ces peuples de s'occuper de lui. De quelle manière, justement? J'aimerais pas le dire à la télé. Mais je pense que c'est le peuple qui doit s'occuper des Nangas. Et je profite pour inviter les Congolais ce samedi 11. Parce que nous, la Mouka, nous allons être dehors pour marcher avec notre peuple pour demander la paix et exiger la paix. C'est pourquoi on l'a appelé marche de la résistance. Vous allez passer à la direction commerciale pour régler votre facture. Vous avez fait de la publicité. Grand merci à vous pour votre disponibilité, cher Jonathan. Je vous en prie, cher Hervé. Très bien. Cette émission est terminée. C'était les tout premiers numéros de la semaine. On se retrouve demain mardi pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Bonne évasion sur les antennes de Perfect Télévision. Au revoir.